Tu penses décider, tu penses choisir, tu penses être conscient de ce que tu fais. Mais laisse-moi te poser une question simple. Qui a décidé de cette pensée que tu es en train d'avoir, maintenant? Avant même que tu répondes, quelque chose s'est déjà produit en toi. Une impulsion, un mouvement intérieur, une direction. Et tu n'en as pas été témoin. Nous aimons croire que notre esprit est une pièce éclairée, que tout ce qui s'y passe est visible, que nos choix sont clairs, rationnels, maîtrisés. Pourtant, une immense partie de ce que nous sommes agit dans l'ombre. Quand tu parles, sais-tu vraiment d'où viennent tes mots? Quand tu désires, sais-tu vraiment pourquoi? Quand tu fais une erreur, est-ce toujours un accident? Ou parfois un aveu déguisé? Et surtout, sommes-nous réellement conscients de ce qui nous fait agir, aimer, fuir, répéter? Car derrière chaque décision, chaque émotion, chaque rêve étrange, il existe une force silencieuse, discrète, persistante. Une force qui ne dort jamais, même quand tu dors. Aujourd'hui, nous allons plonger là où ton regard ne va jamais, là où se fabriquent tes pensées avant que tu les reconnaisses, là où se jouent tes conflits intérieurs les plus profonds. Nous allons parler de ce que tu ne contrôles pas, mais qui te contrôle peut-être plus que tu ne l'imagines. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple théorie. C'est une histoire, une lente découverte, un bouleversement. Car comprendre l'inconscient, ce n'est pas apprendre quelque chose de nouveau. C'est réaliser que tu ne t'es jamais entièrement connu. Et si la plus grande illusion de l'être humain était de croire qu'il est pleinement conscient? Pendant des siècles, l'homme s'est regardé comme un être transparent à lui-même. Penser, c'était savoir. Vouloir, c'était décider. Agir, c'était maîtriser. La conscience semblait évidente, présente, souveraine. On croyait que l'esprit fonctionnait comme une lumière posée sur le monde intérieur. Tout ce qui existait devait être visible. Tout ce qui comptait devait être accessible. L'homme raisonnait, donc il se croyait maître. Maître de ses idées, maître de ses actes, maître de ses désirs. Et pourtant, des fissures apparaissaient déjà. Pourquoi répéter les mêmes erreurs, malgré la lucidité? Pourquoi vouloir ce que l'on sait destructeur? Pourquoi aimer ce qui fait souffrir? Pourquoi dire des choses que l'on regrette immédiatement? Ces contradictions étaient là, mais on les minimisait. On parlait de faiblesse, d'erreur, de distraction. Jamais d'une force structurée. On pensait que si quelque chose échappait à la conscience, c'est que cela n'existait pas vraiment. Mais l'esprit humain n'a jamais été aussi simple. Même lorsque nous croyons réfléchir calmement, des émotions préexistent à nos raisonnements. Même lorsque nous croyons décider librement, une direction a déjà été prise en nous. Nous justifions après coup, nous expliquons ce qui s'est déjà produit. La conscience rassure, elle donne l'impression d'un contrôle continu. Mais cette impression, est-elle vraie? Car plus on observe l'être humain, plus une évidence dérangeante apparaît. Il sait beaucoup de choses qu'il ne sait pas qu'il sait. Et surtout, il agit souvent sans savoir pourquoi. Quelque chose manquait dans cette vision de l'esprit. Un territoire invisible, un moteur caché. Et il faudra une rupture radicale pour que cette zone interdite soit enfin nommée. À la fin du XIXe siècle, une idée va provoquer un séisme silencieux. Une idée simple, mais insupportable. Et si la conscience n'était que la surface? Et si l'essentiel de notre vie psychique se déroulait ailleurs? Hors de notre regard, hors de notre contrôle. Sigmund Freud n'a pas inventé le doute, il l'a systématisé. En observant ses patients, il remarque quelque chose d'étrange. Des symptômes physiques sans cause médicale. Des paroles qui trahissent autre chose que ce qu'elles disent. Des rêves récurrents, chargés d'émotions puissantes.
Rien de tout cela n'était volontaire, rien de tout cela n'était conscient. Freud comprend alors une chose fondamentale. L'esprit n'est pas un espace homogène, il est conflictuel. Une partie de nous veut, une autre résiste, une autre censure. L'inconscient n'est pas un réservoir mort. C'est une activité permanente. Des désirs refoulés, des pulsions interdites, des souvenirs trop douloureux pour être regardés en face. Ils ne disparaissent pas, ils se transforment. Ce que la conscience refuse, l'inconscient l'exprime autrement. Dans les rêves, dans les lapsus, dans les symptômes. Dans les choix que l'on croit rationnels. Là réside le choc. L'inconscient n'est pas une absence de pensée, c'est une autre forme de pensée. Il ne raisonne pas comme nous. Il associe, il condense, il déplace. Et surtout, il cherche à s'exprimer, même contre nous. Cette idée est vertigineuse. Cela signifie que notre esprit n'est pas unifié, qu'il est traversé par des forces opposées, qu'il n'y a pas un moi, mais plusieurs dynamiques en tension. Et la conscience n'est peut-être qu'un compromis fragile. Lorsque tu rêves, quelque chose parle, mais ce n'est pas la langue de la logique. Les rêves ne mentent pas, ils transforment. Ils prennent un désir, une peur, un conflit, et le déguisent en image. Pourquoi ? Parce que l'inconscient ne peut pas s'exprimer directement. La censure veille, alors il contourne. Un objet devient un symbole, un lieu devient une émotion, une scène anodine devient une confession. Et ce que tu appelles étrange est souvent ce qui est le plus sincère. Les lapsus fonctionnent de la même manière. Tu voulais dire une chose, tu en dis une autre. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose t'a échappé. Pas un hasard, une fissure. L'acte manqué n'est pas un simple oubli, c'est parfois une décision que la conscience n'assume pas. Oublier un rendez-vous, perdre un objet important, arriver en retard au moment décisif. Et si ce n'était pas de l'inattention, mais un refus silencieux? L'inconscient n'obéit pas à la politesse sociale. Il n'attend pas ton accord, il agit quand il ne peut plus se taire, et c'est là que naît le malaise. Car si une partie de nous parle sans nous consulter, alors qui sommes-nous vraiment? Chaque symptôme est un message, chaque répétition est une tentative, chaque blocage est une histoire qui cherche une sortie. Mais écouter l'inconscient demande du courage. Car ce qu'il révèle n'est pas toujours flatteur. Voici la question centrale, la plus inconfortable. Si une partie de moi agit sans moi, suis-je libre? La liberté suppose la conscience, la responsabilité suppose le choix. Mais comment choisir pleinement quand une force invisible influence déjà la décision? Nous aimons penser que nous sommes autonomes, mais l'autonomie n'est jamais totale. Nos goûts, nos peurs, nos attirances, nos répulsions. Combien d'entre elles sont réellement choisies? L'inconscient ne supprime pas la liberté, il la complique. Il introduit une zone grise, un conflit permanent. Nous ne sommes ni totalement déterminés, ni totalement libres, nous sommes traversés. Et la véritable question n'est peut-être pas « Sommes-nous libres ?» mais plutôt « À quel point sommes-nous lucides sur ce qui nous influence ?» Car ignorer l'inconscient ne le rend pas inactif. Au contraire, ce que l'on ne reconnaît pas nous dirige plus sûrement encore. La liberté ne consiste peut-être pas à éliminer l'inconscient, mais à le rencontrer. Les neurosciences modernes n'ont pas effacé l'inconscient, elles l'ont confirmé autrement. Avant même que tu aies conscience d'une décision, ton cerveau a déjà préparé l'action. Des zones s'activent, des automatismes se déclenchent, des schémas anciens se rejouent. La conscience arrive souvent après. Non comme une origine, mais comme une narration.
Nous sommes des interprètes de nos propres actes, et cela bouleverse notre rapport à la machine. Les algorithmes anticipent nos choix, nos goûts, nos réactions. Pourquoi? Parce que nous sommes prévisibles. Non pas parce que nous sommes simples, mais parce que nos automatismes sont profonds. La frontière entre l'humain et la machine ne passe plus seulement par l'intelligence, elle passe par la capacité à se questionner soi-même, à douter de ses propres évidences, à regarder ce qui agit en nous sans notre consentement. L'inconscient n'a pas disparu, il s'est déplacé. Dans nos habitudes, dans nos écrans, dans nos réactions instantanées. Et plus le monde s'accélère, moins nous écoutons ce qui se passe en profondeur. L'inconscient n'est pas un ennemi, il est une profondeur. Il contient nos blessures, mais aussi notre créativité. Nos peurs, mais aussi notre énergie. L'ignorer, c'est se couper d'une partie de soi. L'idéaliser, c'est s'y perdre. La maturité commence peut-être là. Dans cette capacité à écouter sans obéir aveuglément, à comprendre sans se justifier, à reconnaître sans se condamner. Nous ne serons jamais totalement transparents à nous-mêmes, et c'est peut-être une chance. Car c'est dans cette zone d'ombre que naît le mouvement, le changement, la transformation. Alors la prochaine fois que tu hésites, que tu répètes, que tu rêves, ne te demande pas seulement ce que tu fais. Demande-toi, qui agit en toi, quand tu crois agir seul. Et si le vrai travail de toute une vie était simplement d'apprendre à dialoguer avec cette part silencieuse qui ne cesse jamais de nous parler? Si ce documentaire t'a apporté de la clarté, prendre une seconde pour aimer la vidéo aide directement la chaîne à continuer ce travail. Merci.